Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cache pas ta joie, ou du podcast pas ta joie pour ceux qui arrivent à le prononcer. Je suis Alice Reynaud et avec Maxime Masson, nous interviewons des gens, ça peut être vous, ou une personnalité inspirante, dans le but d'en révéler le meilleur et comprendre comment ils vivent leur optimisme. Cette semaine, nous avons rencontré Laetitia Chatillon, la cofondatrice de Youdéo. Vous verrez que la première partie du podcast, elle nous raconte l'aventure Youdéo, et puis la deuxième, on a plus parlé d'elle. Bon, avant de vous laisser avec l'épisode, je vais pas faire une intro trop longue, mais je voulais quand même m'excuser pour la voix bizarre de Maxime. En fait, c'est le micro qui a une qualité différente des deux autres, et ce qui fait un effet d'écho pas très agréable. On fait tout pour changer ce troisième micro au plus vite pour que ce soit la dernière fois. En tout cas, si l'épisode et le concept vous plaisent, n'hésitez pas à nous le dire en notant le podcast, en laissant un avis, en partageant le podcast ou en nous le disant en message privé sur Instagram notamment. Tout ça nous motive vraiment. Vous n'avez pas idée à quel point. Et puis si vous voulez nous aider encore plus, ou en tout cas différemment, Cache pas ta joie à sa page Tipeee. Tipeee avec 3 E. Et sur Tipeee, vous pouvez nous laisser un pourboire pour cet épisode ou carrément faire un don mensuel pour qu'on puisse avoir un début de revenu régulier. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous laisse et je vous souhaite un agréable moment avec Laetitia, Maxime et moi. Révélateur de bonne humeur. Cache pas ta joie. Bonjour Laetitia, merci beaucoup de nous recevoir. Bonjour Alice, bonjour Maxime, merci à vous pour l'invitation. Ça fait super plaisir. En plus, on est dans un studio qu'on a grâce à vous. Tu peux expliquer le lieu où on est ou on s'en fout ? Oui, alors non, là actuellement on est à la Maison des Initiatives Étudiantes. Et c'est un lieu en plein cœur de Paris. Donc ils ont 2 espaces dans le 6e et aussi également à Bastille, où il y a des studios d'enregistrement et de production vidéo qui sont mis à la disposition d'étudiants. Et avec Youdéo, on a négocié un partenariat pour que les créateurs puissent y avoir également accès. Ok, trop cool. Nous, on veut interviewer des gens positifs et on a pensé à toi parce qu'on trouve ça trop cool ce que tu fais et du coup, on voulait mieux savoir ce que tu fais. Ouais, moi on va commencer tout de suite par une question très très simple. Comment tu fais pour ne pas cacher ta joie ? Waouh. Très très simple. Comment je ne fais pour ne pas cacher ma joie ? Du coup, attends, est-ce que tu peux dire la question d'une autre manière ? D'une autre manière. Comment... C'est compliqué, hein, d'une autre manière. Comment je fais pour... Quand t'arrive quelque chose de cool, quand tu vas bien, qu'est-ce que tu fais comment tu réagis pour ne pas cacher ta joie ? Est-ce que... Ok. En fait, déjà, je pense qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne montre pas beaucoup mes émotions. Et même quand j'étais enfant, c'était très perturbant pour mes parents. Parce que, par exemple, à Noël ou à mon anniversaire, j'avais la chance d'avoir des cadeaux et tout ça. Et en fait, j'étais l'enfant qui était là et qui disait « Oh, merci beaucoup, c'est chouette. » Mais j'ai beaucoup de mal à exprimer les émotions, surtout quand elles sont positives, en fait. Donc, c'est toujours très frustrant pour les gens qui sont autour de moi. Mais j'y travaille. Je travaille sur mieux exprimer mes émotions, surtout positives, parce que sinon, tristesse ou la colère, c'est beaucoup plus facile de les exprimer. La joie, je la ressens, hein, évidemment, mais c'est beaucoup plus difficile pour moi de la transmettre. Et quand t'étais enfant, genre le cadeau que tu reçois, est-ce que tu te souviens de l'émotion que t'avais ? Ouais, j'étais contente, genre je sentais que dans mon ventre et tout, j'avais des petits balbutiements, j'étais vraiment heureuse, mais j'étais vraiment pas du genre enfant à courir partout, à être très extravertie. J'étais plutôt dans mon coin avec mes livres, mes jouets, voilà, et c'était très bien comme ça. Aujourd'hui, tu l'es toujours, introvertie ? Non, aujourd'hui, je pense que j'ai un côté très sociable où je m'ouvre beaucoup aux autres, etc. Mais en fait, je suis beaucoup plus dans l'écoute que dans le partage de moi, de mes émotions ou de mes dires. Donc là, par exemple, répondre à cette interview, ça me fait plaisir que vous ayez pensé à moi, mais c'est un exercice totalement nouveau pour moi.
Ok. Mais plaisant. Mais plaisant. Ok. Je suis ravie d'être là. Ouf. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Laetitia, j'ai 25 ans. Je suis passionnée de cinéma avant tout. Et il y a 4 ans, j'ai cofondé Youdéo. Donc Youdéo, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, c'est une agence qu'on a cofondée avec Paul Robin qui accompagne les créateurs de contenu sur Internet dans leur production artistique, mais aussi économique, en leur négociant des partenariats avec des institutions, des marques, tout ça. Donc c'est un projet très cool qui nous prend beaucoup de temps, mais qui est très inspirant parce que travailler avec des créateurs de contenu, donc des youtubeurs ou des instagrammeurs, sur du long terme, c'est quelque chose qui est très vivifiant et qui est très inspirant également. Moi, j'ai lu que l'idée, vous étiez venu parce que vous avez commencé à partager des vidéos avec vos proches, etc. Exactement. En fait, la problématique première qu'on avait avec Paul, c'est que déjà, nous, on était fans de YouTube. On regardait, et c'est encore le cas aujourd'hui, YouTube, c'est notre télé et on est complètement addict à ça. Et on regardait beaucoup de contenu et on avait beaucoup de choses à partager. Et du coup, nos amis nous disaient qu'est-ce que tu as à nous conseiller, etc. Et donc, en fait, avec Paul, on a créé, ça date de 2015, une newsletter où on partageait 4 créateurs de contenu, 2 hommes, 2 femmes, toutes les semaines. Et on expliquait pourquoi on les recommandait et pourquoi on les trouvait cool. Et cette newsletter a pris beaucoup d'ampleur. Après, on a commencé à créer des événements à Paris, à Paris, même dans toute la France, quand on se déplaçait pour le boulot, où on regroupait des créateurs qui étaient passionnés autour d'une thématique qui était la création sur le web. Et on discutait, on échangeait. Donc c'est vraiment parti de ça, d'une passion, de la volonté de partager aussi ses connaissances et de se retrouver autour d'une thématique particulière. Et après, ce sont les créateurs nous-mêmes qui sont venus nous voir, certains qui souhaitaient se professionnaliser et qui disaient « Bon, est-ce que vous pouvez nous accompagner en tant qu'agent ?» Et là, nous, c'était pile le moment où aussi on cherchait un modèle économique pour faire vivre notre société. Et du coup, on s'est dit « Ok », et là, on accompagne les créateurs de contenu sur du long terme, sur la partie artistique, ce qui est très important pour nous. Parce qu'à la base, avec Paul, on est quand même issus aussi du milieu de la vidéo, de la photo et économique. Parce qu'au départ, ces influenceurs-là, ils n'étaient pas au courant que vous les mettiez en avant sur cette newsletter. Si? Non, on faisait nos recherches nous-mêmes et on les contactait quand même en disant qu'on les mettait en avant. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, après on a créé le Youdéo Club, où c'était un groupe, ce qui existe toujours, sur Facebook, où on rassemblait tous ces créateurs. Voilà. Et libre à eux d'accepter l'invitation ou non. Mais, Et moi, j'avais une question, parce que du coup, vous avez, quand vraiment du coup, ça s'est concrétisé et vous avez lancé la plateforme vidéo, vous avez voulu commencer un peu à la Steve Jobs, du coup. Vous êtes allé, vous avez lancé ça dans un garage. Je pense que tu as lu peut-être une interview, je sais pas, un article qu'on avait écrit. En fait, faut savoir qu'on a commencé à travailler sur ce projet avec Paul en 2015. Donc, on était encore étudiants. Moi, j'étais encore en master de lettres à la Sorbonne. Et on était fous, en fait. On était un peu naïfs. On savait vraiment... Quand j'ai rencontré Paul, déjà, il faut savoir qu'on ne se connaissait pas, on n'était pas amis à la base. Et on s'est rencontrés à un événement de start-up à Paris. Moi, j'avais un autre projet de start-up, lui aussi. Et j'étais venue avec mon équipe. Et au final, j'ai passé toute la journée avec lui. Et j'ai laissé totalement mon équipe à côté. Parce que je trouvais ce garçon incroyable. Il dégageait une énergie qui était folle. Et ça matchait super bien. Et on a continué chacun de notre côté. Et 5 mois après, moi, mon projet était tombé à l'eau, etc. Du coup, j'appelle Paul et je lui dis « Viens, on va prendre un café ». Et là, pendant 4 heures, on refait le monde. Et on se dit « Tiens, on veut mettre en avant les créateurs sur YouTube, et créatrices sur YouTube ». Moi aussi, au début, c'était les podcasteurs, c'était tous les contenus web. Et du coup, on a commencé à réfléchir ça. Je le connaissais à peine, Paul. Mais 2 mois après, je lui dis, viens, on va chez mes parents en Normandie. Et on commençait à réfléchir. On jouait au ping-pong dans la grange et dans le grenier. On commençait à réfléchir. On se faisait des balades en vélo et on mettait des idées. On écrivait ça sur des carnets. Mais c'était, vraiment, on a passé 10 jours en Normandie en plus, mais dans un coin totalement paumé.
dans une grange autour d'une partie de ping-pong à émettre nos idées. Et en septembre, on commençait vraiment sérieusement à s'y mettre. Ah bah, c'est intéressant de pourquoi tu te coupes du monde, entre guillemets, pour commencer à réfléchir du coup avec ce garçon-là. Parce que surtout, je pense que, tu vois, à Paris, ta vie, t'es sollicité par tes potes, par tes études, tout ça. Là, tu passes 10 jours avec quelqu'un au milieu de la campagne. Enfin, puis surtout, nous, c'est pas dans une ville. Hein, c'est au milieu des champs, grande forêt à côté, etc. Bah, tu captes à peine. T'es obligé, en fait, d'apprendre à mieux connaître la personne aussi. T'es moins sollicité par Internet. T'as pas tes potes à côté. Et du coup, bah, t'échanges et tu passes des moments... Enfin, t'apprends à connaître. Et c'est vraiment là où j'ai appris à connaître Paul. Et je me suis dit, ah putain, Happiness, pardon. Ce type est formidable. Et puis, il est aussi fou que moi à vouloir se lancer à 100% dans un projet. Donc, Vous aviez tout de suite l'ambition d'en faire quelque chose de sérieux, de grand, de grand, je sais pas, mais on voulait se mettre à 100% dessus. On voulait créer un projet qui tienne la route. D'accord. Oui, quand je dis grand, ça veut dire au moins sérieux, quoi. Du coup, c'était Ouais. En fait, on se complète très bien avec Paul. Lui, il a la partie très artistique, très un peu rêveur. Et donc, du coup, il a 36 000 idées. Moi, j'ai peut-être plus les pieds sur terre. Et du coup, je le prends par la main et je lui dis, OK, on va prendre tes meilleures idées et on va les concrétiser. Et du coup, c'est un duo qui match, je pense, bien. Il confirmera ça peut-être. Et moi, il y a un truc que je trouve super cool dans votre dans Youdéo, c'est que très souvent les gens qu'on voit sur Internet, ils ont une finalité assez centrée sur leur projet. Et vous, votre projet, c'est d'aider les autres. Est-ce que t'as toujours été comme ça, tourné vers les autres et à vouloir les aider, ou alors est-ce que c'est venu progressivement? Alors dans mon cas, pour moi, j'ai toujours été dans l'écoute plus que dans mon partage de moi. Et à m'investir dans des projets, durant toutes mes années étudiantes, j'ai été dans des associations, des choses comme ça. Donc le partage de connaissances, etc., tout ça. Et en fait, je trouve qu'il y a une énergie qui est folle à partir du moment où tu écoutes, où tu donnes des autres. Enfin, en fait, c'est vachement gratifiant, ces échanges. Et le fait d'aider les autres, est-ce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu? Peut-être. Franchement, je sais pas. Je sais pas donner de réponse là-dessus. C'est aussi la volonté de pas s'auto-centrer et de pouvoir aussi être sur une multitude de projets. Et du coup, nous, on travaille avec des créateurs qui sont dans des thématiques totalement différentes et c'est ça qui est cool et c'est super enrichissant. Mais c'est ça, justement, du coup, ils t'apportent quoi, les autres les autres, les créateurs, et même les autres dans l'écoute que t'as par rapport aux gens, de manière générale? Ça t'apporte quoi, au niveau personnel? En fait, ils le savent peut-être pas, mais tous les créateurs avec qui on travaille, il y en a certains qui, moi, me boostent à fond et qui me donnent envie de continuer et de me surpasser, en fait, dans Youdéo, parce que le contenu qu'ils offrent sur Internet, et je le trouve dingue, et du coup, j'ai envie de négocier des meilleures choses pour eux et qu'ils aillent loin, parce que juste leur rendre la médaille, parce qu'ils proposent des choses dingues. Donc c'est à la fois, en fait, puis certains deviennent assez proches, quoi. Ça devient un peu à force, en fait, d'être en relation H24, des amis, des personnes aussi à qui on peut se confier. C'est sympa, quoi. Parce que j'imagine que du coup, toutes les thématiques abordent, c'est des choses que vous regardez tous les deux. Les gens que vous mettez en avant, c'est des gens que vous regardez tous les deux, que vous avez vus depuis le début, et du coup, ces mecs-là, ou ces filles-là, que tu regardes, qui sont tout petits, en fait, sur la plateforme, du coup, toi, ton envie, c'est ce gars-là t'apporte beaucoup, donc il faudrait que tu le fasses monter, en fait. Ouais, exactement. C'est comme ça. Ouais, ça m'arrive aussi sur YouTube, j'aimerais bien que ce mec-là décolle, alors que, malheureusement, ils ont une toute petite communauté, mais c'est vrai, c'est cool. Ça nous apporte beaucoup, en fait. Exactement. Mais du coup, quoi? Très concrètement. Genre, quand tu regardes, je sais pas, un exemple tu peux donner un exemple plus concret pour que ça nous parle, mais... Rexway, par exemple. Non, un créateur que tu suis, que tu aides sur vidéo. Ouais.
Je sais pas, donne-nous un exemple. Hugo Décrypte. Par exemple, quand tu suis le contenu du Hugo Décrypte, qu'est-ce que ça... Enfin, ça va être hyper factuel. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que c'est de l'actu, donc c'est pour ça que... Par exemple, Hugo, il m'inspire par son côté entrepreneur. C'est un mec, il est encore en études à Sciences Po, et en fait, je me retrouve un peu en lui quand j'étais étudiante et que je montais aussi mes projets. Et il est super inspirant, quoi. Il arrive à combiner ses études, sa vie sociale et sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, il travaille aussi avec d'autres personnes. Et voilà, son contenu, en fait, parce qu'il produit m'informe. Et la personne en lui-même, l'entrepreneur, est aussi... c'est quelqu'un de très humain qui sait communiquer, qui sait résoudre des problèmes. Enfin, ces gens-là, en fait, à travers leur quotidien et leurs responsabilités, on essaye de tirer tout le positif aussi qu'ils ont. Je sais pas si c'est très clair. Non, c'est cool. Et tu disais tout à l'heure, au tout début, que tu avais du mal à exprimer... Enfin, que tu essayais de plus exprimer tes émotions positives. Est-ce que tout ça, d'être dans l'action, de côtoyer des gens qui font plein de choses, est-ce que ça t'aide? Ouais, c'est sûr. Disons qu'on est déjà en relation avec quand même pas mal de personnes. Donc c'est un métier où il faut être humain avant tout. Donc on est dans le partage et c'est pas forcément le partage de conseils aussi. Hein. C'est de se retrouver pour déjeuner, échanger les galères aussi. Parce qu'on sait qu'être créateur de contenu sur Internet, c'est pas toujours si facile que ça. Et nous aussi, dans l'histoire de la boîte, on a connu énormément de galères. Ça a été pas facile tous les jours. Mais exprimer la joie, c'est quand on vient déclencher un contrat avec une marque qu'on trouvait ultra sympa. C'est fêter, je sais pas moi, un palier d'abonnés d'un créateur et se dire waouh, il l'a mérité, etc. Enfin, c'est fou. Et comment vous cassez cette vitre entre l'agence que vous êtes et ces influenceurs-là, ces créateurs de contenu? Parce que du coup, tu as Internet, tu vois, qui vous sépare. Je pense à des grosses agences telles que Webedia, on sait pas qu'il y a des... Enfin, on n'imagine pas le nombre de gens qu'il y a derrière, tu vois, c'est vraiment le produit à la mort. Que vous, c'est du coup, c'est à plus petite échelle. Comment vous cassez cette vitre? On a toujours, de toute façon, avec Paul, eu la volonté de faire quelque chose à taille humaine. Si aujourd'hui on accompagne une dizaine de créateurs, c'est parce qu'on on peut les voir quotidiennement. Il y en a beaucoup qui viennent travailler avec nous. Donc on les voit environ toutes les semaines. On partage, là par exemple, on déjeune avec Benjamin de la chaîne Vous êtes vraiment sympa. On échange tous les jours avec eux. Et si on décide de ne pas aller plus loin, de ne pas accepter aussi d'accueillir d'autres créateurs qu'on pourrait soutenir au quotidien, c'est parce qu'on veut avoir la main et cette relation privilégiée avec chacun. Et aujourd'hui, on n'est que 2 à plein temps et voilà. Donc du coup, mais c'est une volonté de. En fait, nous, si on avait voulu créer un empire, on aurait changé de modèle. Ouais, bien sûr. On aurait fait un truc ultra start-up, ultra. Ou genre on aurait créé une plateforme de recommandation d'influenceurs, on aurait mis 3000 influenceurs sur la plateforme et voilà. Et non, c'est pas du tout ce qu'on avait envie de faire. Donc ouais, c'est des gens qui vous ressemblent. Exactement. Et en fait, c'est la même chose avec tout, même avec nos partenaires, les institutions et les marques avec qui on travaille. On a déjà refusé des contrats parce que le feeling ou les valeurs ne nous correspondaient pas, alors qu'on était au début de la création de la boîte et que chaque billet qu'on mettait dedans comptait. Mais on a préféré galérer un peu plus longtemps jusqu'à travailler avec des gens. Et plus on avance au final, plus les gens nous font confiance et plus on a accès à des gens qui nous ressemblent. Voilà. Enfin, avec qui c'est intéressant de travailler, quoi. Du coup, c'est possible, parce que moi je me pose souvent la question, j'ai l'impression que quoi qu'on fasse, il y a toujours un moment où on doit un petit peu faire des concessions, notamment sur les valeurs, pas vendre son âme au diable, pas jusque-là, mais est-ce que du coup c'est possible selon toi d'avancer et de gagner sa vie correctement sans faire des millions, mais quand même, faut pas non plus cracher sur l'argent. Est-ce que c'est possible de faire quelque chose comme ça en restant droit et puis sans perdre l'envie, quoi, après.
Sans perdre l'envie et sans perdre ses valeurs et en osant... J'ai 2 expériences du coup à vous dire là-dessus. Donc moi, côté vidéo, j'ai très longtemps été, enfin je le suis encore, mais moins maintenant, freelance en vidéo. Donc ça fait 4-5 ans que je suis freelance en vidéo à côté de Udeo. Et au début, je galérais à avoir mes premiers clients. Et surtout quand Udeo, on ne pouvait pas se rémunérer avec, je comptais vraiment sur mes missions freelance. Et alors là, évidemment, j'ai travaillé avec tout, n'importe qui, n'importe quoi, sur des projets intéressants, inintéressants. Enfin, c'est le problème quand on débute. Il faut bien payer son loyer, etc. Et puis, en fait, j'ai envie de dire que c'est quand même l'expérience. Pour la partie freelance, au bout de 4 ans, j'avais repéré quels étaient les clients avec qui c'était vraiment un plaisir d'aller travailler et ceux que je fuyais maintenant à mort et tout ça. Et là, c'est la première année, en 2019, où j'ai commencé à dire non à des clients parce que je voulais plus travailler avec eux. Parce qu'ils me stressaient, parce que je les trouvais pas... on n'arrivait pas à travailler, le feeling n'était pas là, en fait. Et ça, c'est un luxe. Ouais, c'est un gros luxe. Et là, j'ai commencé à... C'est parce que partout où tu travailles, tu trouveras des gens quand même qui te ressemblent avec tes valeurs. Et j'ai réussi à les trouver. Et en fait, ce qui est fou, c'est que généralement, ça marche bien des deux côtés. Et là, ils te contactent pour travailler sur du long terme. Et donc, les missions là en freelance que je fais, aujourd'hui, je travaille avec 2 clients. Et en fait, ils me contactent une fois par mois. Et donc, du coup, moi, c'est un salaire régulier qui vient. Et c'est ultra plaisant de travailler avec eux. Enfin, on est limite potes, quoi. Et pour Udeo, c'est à peu près la même chose. C'est plus récent. Mais les premières années où on galérait, etc., on a été... Là, quand je parlais d'un contrat qu'on a refusé, justement, parce que ça marchait pas, mais c'est parce que la personne était sur le profit à fond. Et puis, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'était... ça matchait pas, quoi. Enfin, genre, moi, la personne, elle me faisait peur. Non, mais vraiment, qu'on se le dise. Puis, dès que je raccrochais, je lui disais, oh putain, quel connard, celui-là. Enfin, c'est pas sain, quoi. Et aujourd'hui, avec les clients qu'on travaille, et à moins que je me trompe, j'ai pas envie de parler trop vite, mais soit c'est des relations très cordiales et il y a du respect des deux côtés, ou soit au contraire, ça se passe encore mieux. Et là, ouais, c'est Laetitia, j'ai besoin d'une OP d'influence, voilà, je te fais totalement confiance sur le brief, voici l'enveloppe budgétaire, est-ce que je vais donner une réponse à la fin du mois, etc. Et là, c'est cool, à partir du moment où le lien de confiance est là, et là, tu as envie de travailler avec eux. Okay. Donc ça veut dire que c'est possible de travailler avec des gens, enfin ça... Faut prendre le temps. Ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Ouais, il faut accepter qu'au début, on va pas forcément travailler avec des gens qui nous ressemblent totalement et au fur et à mesure, on fait le tri. Ouais. Après, ça dépend aussi quel est ton objectif. Par exemple, en freelance, moi, je me dis, si j'avais pas Udeo à côté, je me dis que je pourrais très bien gagner ma vie si j'acceptais tous les contrats qu'on me proposait. Mais est-ce que j'en ai envie, en fait ? Est-ce que je préfère le profit à, au contraire, passer ma vie à être un peu stressée parce que je suis quelqu'un de très anxieuse. T'es très anxieuse, c'est-à-dire dans genre tout le temps parce qu'il y a plein de manières d'être anxieux. Ouais. Genre ça veut dire quoi pour toi ? L'anxiété fait partie de ma vie depuis assez longtemps. Je me pose énormément de questions, surtout, et j'ai du mal à parfois trouver toutes les réponses. Je suis anxieuse sur plein de sujets. D'accord, mais est-ce que parfois... Après, c'est plus personnel, quoi. Ouais. Après, tu dis si tu veux pas... Ouais, non, vas-y. Est-ce que ça me dérange pas de parler de moi. C'est un peu pour ça qu'on est là, mais bon. Est-ce que ça t'arrive que ça te bloque pour faire des choses ? Ouais, bien sûr. En fait, si je dois parler de moi un peu plus sérieusement, je sais pas si c'est le but de ce podcast ou pas, mais j'ai eu des problèmes de santé très importants quand j'avais 14-15 ans. Pas forcément liés à l'anxiété, mais en fait, depuis, je suis anxieuse à 100% à mort, en fait, surtout. Et oui, ça me bloque parfois, mais je lutte contre ça. En fait, j'y travaille. J'y travaille à être plus sereine dans ma vie et me dompter mes peurs, en fait. D'accord.
Et est-ce que... parce que, enfin, je pose ces questions-là parce que je suis un peu... Enfin, je sais pas exactement à quelle mesure, mais je suis aussi assez anxieuse. Et c'est parfois des choses que j'arrive pas à comprendre parce que... Enfin, je vois bien que je suis anxieuse et en même temps, ça... Enfin, c'est des choses qui font partie de ma vie et que j'ai l'impression qu'ils partiront jamais. Est-ce que toi, il y a des fois où le fait que tu été anxieux, enfin que tu sois anxieux, ça peut être positif, ou est-ce que ça peut amener du positif? L'anxiété tout seul, est-ce que ça peut emmener du positif? J'ai envie de dire que parfois, en fait, quand il y a toi, il y a l'anxiété qui te fait un énorme mur, barrage. Et en fait, la décision revient qu'à toi de te dire, est-ce que je vais affronter cette anxiété? C'est ultra dur. Mais est-ce qu'en gros, je vais réussir à passer dessus? Et la chose positive que je peux voir, c'est du coup, en dépassant tes peurs, en dépassant ces anxiétés, t'accomplis quelque chose du coup de positif. Et à force de faire et de refaire, tu deviens un peu plus sereine dans ta vie au quotidien. Moi, je dis ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Mais ouais, et en même temps, aujourd'hui, je suis fière de tout le chemin que j'ai fait depuis 10 ans pour combattre ceci, quoi. D'accord. Parce que du coup, il y a 10 ans, quand tu as été malade, après, donc ça va mieux. Enfin, c'est encore des Non, problèmes... c'est encore d'actualité. D'accord. On m'a décelé une maladie quand j'avais 14 ans. Et du coup, j'ai dû apprendre à vivre avec. Et ça revient de temps en temps. Voilà. D'accord. Donc c'est quelque part, c'est quelque chose, ouais, qui te suit, qui va te suivre aussi ouais. Pendant... Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a changé entre la Laetitia qui avait 13 ans et Laetitia qui avait 14 ans ou 17 ans? La Laetitia qui avait 13 ans, elle était plutôt à l'aise dans sa vie, tout ça, genre elle était sociable, j'avais pas de problème, si ce n'est, bon, j'ai toujours été ultra anxieuse depuis mes 5-6 ans parce que je me posais énormément de questions, et le fait de ne pas avoir toujours les réponses à ces questions, c'est un problème anxieux depuis très très longtemps. Mais disons que voilà, j'allais vers une adolescence normale, voilà, avec un groupe de potes, tout bien. Et en fait, après 14 ans, dès que j'ai commencé à faire des examens de santé et puis à aller à l'hôpital, etc., je me suis complètement coupée du monde, dans le sens où tu vis pas du tout la même adolescence que les autres gens de ton âge. Et t'es complètement coupée. Moi, j'ai perdu tous mes potes, sauf une personne qui est restée. Mais t'apprends à vivre différemment et une sensation de devoir repartir à zéro. Là où depuis enfant, t'apprends à vivre avec les autres, à faire les moindres actions du quotidien, et tu dois apprendre du jour au lendemain à tout refaire avec une contrainte en plus. Et c'est pas facile. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je suis fière du chemin que j'ai fait en soi déjà 10 ans pour en arriver jusque-là. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand on te voit, on voit surtout de la réussite, quoi. On voit une fille qui avance, qui fait plein de trucs et tout. Merci. Et du coup, comment t'as fait? Alors, comment j'ai fait beaucoup de thérapie, hein. On va pas se mentir. Moi, j'ai pas peur de dire que la thérapie, c'est important de se faire aider. De toute façon, dans mon cas, c'était essentiel aussi. Et puis des solutions plus adaptées. Par exemple, j'étais en échec scolaire jusqu'à... j'ai fait tous les collèges et lycées de Paris et d'Île-de-France. Et puis en fait, en première terminale, mon premier levier, en fait, c'était j'ai intégré un lycée pour enfants un peu différents. Enfin, pour adolescents un peu en difficulté ou à haut potentiel. Et là, en fait, j'ai vraiment trouvé ma place et j'ai repris confiance en moi. En disant, ok, je réfléchis pas comme les autres, mais je suis pas un cas isolé. Et on était 10 dans la classe à réfléchir complètement différemment. C'était un peu fucked up les cours, mais c'était génial. Et en fait, ça m'a donné vraiment confiance en moi et je pense que c'est la base de tout.
Et après, j'ai intégré la fac à Sorbonne, auquel je suis restée 5 ans. Et là, j'ai eu plus aucun souci dans ma vie d'étudiante. Et là, j'ai retrouvé une vie sociale. Je me suis fait des nouveaux potes et vraiment un solide groupe d'amis. Je me suis engagée dans la vie associative. J'ai commencé à créer des projets. Aussi, cette volonté de rattraper le temps perdu. Rattraper ces 4 ans qu'on m'avait volé un peu. Et voilà. Donc, t'as trouvé ta place dans cette école avec une approche différente. Ouais. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que après, quand t'es retournée à la fac, ça n'a pas posé problème? Non, en vrai, je pense que la Fnac La Fnac. Wow. La Fnac, c'est bien aussi, mais c'est pas pareil. Je suis pas sûr qu'elle change des vies, là. La fac me convenait bien parce que c'est un truc où tu es très autonome, en fait. Tu vois, si tu veux pas assister au cours, bah t'y vas pas. Mais après, c'est ta responsabilité. Et moi, j'aime bien l'autonomie. D'accord. Donc, t'étais en lettres, c'est ça, t'as dit? Lettres et cinéma, ouais. Lettres et cinéma, ok, Ouais. d'accord. Je savais pas que ça Ouais, existait, moi non plus, cinéma. intéressant. Ok, Ah, c'est plus ça que c'est littérature, mais c'est Sorbonne, Paris 4. ok, Voilà. d'accord. Et par quel biais tu es optimiste? Comment tu fais pour être optimiste? Alors, j'étais très pessimiste avant. Et là, C'est pour ça que je te posais la question si tu l'étais. Je pense que tu l'es déjà. et là aujourd'hui, je pense que je suis complètement plus optimiste. Je viens de hausser les sourcils en mode j'ai quand même encore des petits doutes. Mais par quel biais je suis optimiste? Je pense que il y a beaucoup de gens qui sont optimistes et qui se rassemblent, qui créent des communautés et qui se battent pour une cause. Et je trouve ça dommage que ces gens-là, on les mette pas assez en avant. Et qu'on va parler par exemple dans les infos que des choses, des catastrophes ou des choses comme ça. Alors qu'il y a plein de gens dans différents sujets, c'est peut-être complètement irréaliste ce que je raconte, mais qui bossent et qui cherchent et qui améliorent notre vie au quotidien. Et je suis optimiste par ces groupes de personnes qui, je pense, vont faire ou font déjà beaucoup pour nous au quotidien. D'accord. Pourquoi t'as haussé les sourcils? Parce que est-ce que je suis optimiste de façon générale ou pas? Je pense que je suis en transition. Je pense que je le deviens. Je le deviens. Ok. Donc pour toi, c'est pas quelque chose D'acquis. d'acquis. Ok. Après, enfin, Encore. ça c'est ton ressenti personnel. Ouais. Après, ok. Et est-ce que tu aurais des raisons d'être pessimiste, du coup? L'environnement dans lequel on évolue, moi je rattache tout souvent un peu à l'environnement où on évolue, mais c'est vrai que on est très vite attaqué par la peur en fait quand on voit ce qui se passe dans le monde politique, dans le monde environnemental, dans tout ça. C'est vrai que c'est un peu angoissant, c'est un peu inquiétant. Mais j'ai pas envie, et en fait si, je pense que je suis optimiste, parce que j'ai pas envie de me rabattre dans ces causes qui disent « on va tous mourir demain », quoi. Non, on est là, il y a plein de monde, il y a plein de ressources, et on va, du coup, on va se bouger et construire un monde meilleur pour demain. Voilà, on y est là. Ah ouais, voilà. C'est Finalement, t'es optimiste. Ouais, au final, ouais. Ah ouais. Ça fait 2 minutes. C'est aussi pour ça la question du départ, ne pas cacher sa joie, elle est un peu tordue, mais finalement, on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus optimiste que pessimiste parce que tous ces trucs-là qui mènent vers la peur et vers l'angoisse, on n'a pas envie de foncer dedans, quoi. Et donc, par opposition, ouais, on est quand même optimiste parce qu'on vit, quoi, parce qu'on fait Exactement. des choses. Donc, oui, non, c'est vrai. Heureusement qu'elle est là aussi parfois la peur, tu vois. Ah bah carrément. Parce qu'il faut qu'elle soit là du coup pour justement te faire dire j'ai pas envie de la voir, je vais aller de l'avant. Exactement, ouais. Parce que moi si elle est pas là, moi j'ai encore plus peur, je pense. Bah là, par exemple... Oula, c'est un concept que j'ai pas compris. Non mais c'est vrai, c'est que si t'as peur, enfin moi je connais personne qui a peur de rien. Ouais, non, c'est sûr. Bah, Oui. par exemple, en mai, janvier, février, mars, avril. Ouais, fin avril. Fin avril, j'apprends que mes problèmes de santé reviennent en force. Je me dis, ouais, super. Je romps avec mon ex-copain. Ouais, super. Et là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai peur. Genre, je suis effrayée. Je me dis, ça y est, je vais retomber en dépression. Et puis, pour l'une des premières fois, je pense, dans ma vie, je me suis dit, Laetitia, t'as 2 options. Soit tu fais rien et tu sais que tu vas retomber quoi, dans la déprime,
enfin je dis déprime, mais c'est plus souvent la vraie bonne dépression, où soit tu te bats, quoi, et tu vas l'affronter, cette peur, et tu vas de l'avant. Et c'est là, en fait, où j'ai réfléchi toute la nuit, bonne nuit d'insomnie, merci, et j'ai envoyé un message à Paul, je lui ai dit, Paul, rendez-vous dans un café demain matin. Et c'est là où j'ai dit à Paul que je voulais partir aux États-Unis pour voir juste quelque chose de totalement nouveau, mais continuer de développer Udeo. Et en fait, grâce à cette peur, j'ai pris cette peur comme opportunité d'aller voir un monde nouveau, et tout en continuant en fait mon boulot. Et aussi, c'était une occasion pour étudier le marché américain, les opportunités là-bas, tout ça. Et là, pour la première fois, ouais, j'ai complètement vaincu ma peur, je l'ai domptée. Ça, c'est fort. Mais c'est pour ça que je suis partie aux États-Unis. La vraie raison, en soi, c'est pour ça. C'est pour dompter ma peur. Et t'as fait quoi là-bas? C'était fou. C'était, je pense, les 3 mois les plus intenses de ma vie. T'étais à New York, c'est ça? Ouais, j'étais à New York. J'étais dans un espace de coworking ultra inspirant avec des gens qui montaient des sociétés ou qui étaient alors travaillaient dans des grosses boîtes. Et du coup, je continuais de développer Udeo. Donc, j'avais un décalage horaire, mais toute la matinée, je suis passée sur la France. Et l'après-midi, je rencontrais des entreprises en marketing américaines. Je faisais vraiment une étude de marché. Je rencontrais des influenceurs aussi qui vivaient là-bas. De quoi, en fait, là, demain, peut-être en 2020, d'aller s'étendre aux États-Unis pour travailler avec des influenceurs qui sont là-bas. Parce que c'est ultra inspirant, ultra positif et autres. Puis aussi, j'ai pris mais choses dont j'étais incapable avant. Prendre un billet pour aller en Californie et passer 9 jours à faire un road trip là-bas. Mais, cool. Toute seule? Alors, t'as été rejointe j'ai rejoint un ami là, sur place, mais en tout, j'ai passé 3 jours seule à Los Angeles et 4 jours seule à San Francisco. C'est la première fois que je voyageais seule aussi. Et alors, c'était une bonne expérience? Ah, c'était fou. Parce que voyager seul, c'est un délire aussi. Hein. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. C'est tellement bien. Genre, là, je rêve que d'une chose, c'est prendre mon van et partir faire le tour de l'Europe. Pas le retrouver à un moment, quoi. Ouais. Mais ça, il faut un peu de temps. Chaque chose, chaque priorité avant. Et donc voilà. On aimerait conclure, on t'a pas prévenu avant, mais on voudrait conclure le podcast en te demandant... Une chanson. Non. Merci Maxime. Non. Si tu as une personne à citer, que tu connais ou pas, qui soit de fiction ou de la réalité, qui pour toi est un peu l'exemple un exemple d'optimisme, qui peut t'aider ou pas, enfin voilà, un peu un... Wow. Est-ce qu'il y en a un quand tu vas pas bien, que tu vas regarder, écouter Alors là, pour réfléchir à ça, là, j'ai une mémoire des prénoms qui est catastrophique. Du coup, il y a un livre que je lis assez régulièrement, genre au moins une fois par an, voire même parfois seulement des extraits, parce que ça... Mais c'est un peu mélancolique, mais ça m'inspire et ça me donne envie d'aller de l'avant. C'est L'Attrape-cœur de Salinger, ou Salinger, hein, je sais pas. Et en fait, c'est du coup l'histoire d'un ado de 16 ans à New York qui a un peu du mal à trouver sa place et qui fugue en fait et qui va commander du whisky coca à tous les bars dans lesquels il croise, et il fait des rencontres et tout ça. Et en fait, il se pose plein de questions. Et souvent, moi, je m'identifie à ce héros. Enfin, ouais, c'est ça, ce personnage qui est un peu perdu, mais qui sort de sa zone de confort. Et en sortant de sa zone de confort et en rencontrant d'autres gens, et il trouve des solutions et il va de l'avant. Alors, c'est pas aussi optimiste que ça dans le livre, mais moi, je sais pas pourquoi ça m'inspire. J'ai lu ce livre, j'avais 15 ans, ça m'a mis une claque, et du coup, je le ressors ultra régulièrement. Et ça sert à quoi de relire des passages que tu connais déjà? Enfin, tu connais par cœur, je pense, maintenant. Ouais. C'est sa façon d'écrire qui est... Ouais, c'est sa façon d'écrire, et... je sais pas, c'est comme un petit plaisir. C'est comme un bon film, en fait. Ouais, moi, un film que je regarde ultra souvent, c'est The Social... Oula, mon accent. Depuis que je suis rentrée en France, c'est catastrophique. The Social Network de David Fincher. Ouais. Ce film, c'est un peu... je suis pas ultra attirée par Facebook, hein, mais c'est la volonté de ce mec à se battre pour créer en fait vraiment quelque chose qui le ressemble, mais surtout de ne pas avoir peur du travail. Ça m'a toujours fascinée. D'accord.
Ok. C'est quand j'ai un petit coup de mou pour bosser, je me dis ah ouais, lui il a quitté Harvard et puis Ouais. Ok. et puis il a fait ça. C'était Harvard ou c'était autre chose? Bref, je sais plus, je peux pas Ouais, dire il de me semble que bêtises. c'est Ouais. Harvard. C'est Mm. celle qui est à Boston, Harvard. Non? Tu sais pas? Ok. Je sais Ouais, pas, bon, on s'en j'aime fiche. pas donner des fausses Ouais, informations. ouais, donc, ok, ouais. Bon, de toute façon, oui, c'est une grande université américaine. Voilà. Ouais, c'est une petite université sympa. Ouais. Ouais. Qui te coûte un bras et demi par Voilà. année. Non mais sinon de personne là tout de suite j'en trouve Bah non, pas. mais c'est un super exemple. Ouais, Déjà, ça d'accord. me donne envie de le lire, parce que il me semble que je La l'avais fonce. étudié rapidement en anglais en terminale, mais juste un passage. Donc, je vais lire ça. Et puis, bah, merci beaucoup, Laetitia. Merci beaucoup. Et bah merci C'est à un vous vrai deux. plaisir d'apprendre à te connaître. Pareillement. Révélateur de bonne humeur. Cache pas ta joie.